Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre Mag TV BMCI. Vous êtes nombreux à vouloir acheter un logement à n'importe quelle période de votre vie. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, il faut savoir comment obtenir un crédit, sur quels critères il est octroyé, combien vous pouvez obtenir, l'assurance derrière, puisque vous avez besoin d'une assurance, décès, invalidité ou MRH, on va vous expliquer ce que c'est, et surtout le notaire ou la notaire, quel est son rôle dans cette transaction immobilière. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samira Bencher, directrice de zone à la BMCI, Jelal Nouni, qui est directeur de développement à BMCI Assurance, et enfin maître Fatima Zahra Mouji, notaire à Casablanca. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce Mag TV BMCI pour parler d'un sujet important, bien évidemment, l'immobilier, la reprise de l'immobilier après la période qu'on a passée, et puis surtout, comment financer pour une famille, un primo-accédant ou en cas de deuxième achat, l'achat immobilier qui est cher aux yeux des Marocains. Alors déjà, je vais peut-être vous poser la question, tout simplement, comment se porte le marché aujourd'hui? Alors vraiment, au vu de vos expériences spécifiques, que ça soit dans l'attribution des crédits, que ça soit au niveau des assurances, que ça soit au niveau des études notariales de la vôtre, est-ce que ça reprend? Alors, on assiste aujourd'hui à une réelle reprise au niveau des banques, des demandes de crédit, des demandes d'études de dossiers. Suite à la crise Covid, il y a un rebond, un véritable engouement pour le crédit. Ça, c'est une certitude, on le voit très clairement. Alors, Fatima Zahra, vous êtes notaire, donc j'imagine que vous voyez arriver les transactions, les demandes de transactions. Vous avez pu assister aussi à la baisse. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, avec la réduction des droits d'enregistrement pour les acquisitions immobilières à usage d'habitation, ça a fait du bien, et l'exonération des acquisitions portant sur le logement social, il faut dire que ça a énormément encouragé les acquisitions. Donc on a assisté à une certaine reprise avec cette mesure favorable. On espère qu'elle va durer pour encore jusqu'à la fin de l'année. Et ça a beaucoup encouragé l'investissement et l'acquisition immobilière en général. Alors, enfin, pour vérifier tout ce qui est dit, parce que quand vous prenez un crédit, vous êtes obligé, on va voir l'obligation, vous devez prendre une assurance, on va en parler. Et donc vous voyez ça à la fin. Est-ce qu'il y a beaucoup d'assurances décès invalidité MRH? Oui, il y a de plus en plus d'assurances décès invalidité MRH, aussi bien en nombre que même pour les volumes assurés. On assiste à des volumes de plus en plus importants. Alors, déjà, parler de l'acquisition d'un bien, on a souvent besoin d'un crédit, sauf si on a assez de cash pour l'acheter, mais là l'objectif c'est de savoir comment vous, à votre niveau, vous définissez les critères d'octroi d'un crédit. C'est toujours la même question qui revient, mais c'est important peut-être de le dire aux gens qui nous regardent. Bien sûr. La définition se base sur un certain nombre de critères et qui sont spécifiques. Chaque client a un crédit, c'est du sur-mesure. C'est en fonction de la situation du client. Alors ça commence par son âge, parce qu'un crédit ça a une durée, donc l'âge du client, sa situation professionnelle, ses revenus et aussi le bien qu'il va acheter. C'est aussi important par rapport à quel bien il va acheter, le prix du bien. Alors il y a une question qui est toujours importante qui revient, c'est le niveau d'endettement. Est-ce que ça c'est un ratio qui est, on va dire, fixe, ou alors on peut, en fonction de justement de l'âge, se dire que avec le temps, quelqu'un qui prend un crédit à 20 ans pourra peut-être à 40 ans payer plus, ou comment c'est pris? Alors c'est important d'insister sur le taux d'endettement. Le taux d'endettement, il est là aussi pour vraiment protéger le client. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on accorde un crédit à un client, c'est aussi le but pour la banque, c'est de ne pas le mettre en difficulté. Donc c'est important de le calculer. Effectivement, le taux d'endettement, il dépend aussi du niveau de revenu. Parce que il faut penser toujours au reste à vivre. Qu'est-ce qu'on va laisser au client pour faire face à l'ensemble de ses autres besoins, de ses autres charges. Et il est tout à fait normal que quelqu'un qui a des revenus importants peut supporter un taux d'endettement légèrement plus élevé. Mais bien sûr, il y a des normes au-delà desquelles nous n'allons pas et que nous ne dépassons pas, même si les revenus sont très confortables. Alors, les notaires sont, on va dire, un élément important dans la transaction immobilière. Est-ce qu'on peut revenir sur le rôle du notaire dans la transaction immobilière, parce que vous faites beaucoup d'autres choses, bien évidemment, on ne va pas parler des successions, etc. Mais dans une transaction immobilière, vous intervenez à quel moment?
Alors, dans la transaction immobilière, d'abord, on intervient tout à fait au début, bien avant les banques et avant les assurances. Dès que le client trouve le bien qui lui va et qu'il est d'accord sur tous les éléments d'acquisition, donc il s'adresse au notaire pour qu'il donne l'authentification à son acte préalable, s'il passe par un crédit bancaire, ce qu'on appelle le compromis de vente. Donc, il y a d'abord signature d'un compromis de vente, lequel compromis de vente n'est que le résultat d'un ensemble d'investigations du notaire et de conseils. Donc, on dresse le compromis de vente. C'est avec cet acte-là qu'il se dirige vers la banque pour qu'il puisse avoir son crédit bancaire. Après déblocage de son crédit entre les mains du notaire, là intervient l'acte de vente définitif que rédige bien entendu le notaire et remet les garanties de la banque. Donc, autrement dit, le notaire intervient aussi bien pour, bien sûr, donner l'authentification aux actes, le compromis de vente et la vente, et aussi pour sécuriser la transaction dans sa globalité, dans le sens où il assure la transmission ou le transfert de propriété du vendeur à l'acquéreur, et aussi la garantie hypothécaire de la banque quand il y a banque dans la Alors, quand on parle de compromis de vente, on parle bien de biens immobiliers qui sont achevés, enregistrés, titrés. Bien entendu. D'accord. On ne parle pas de vente en état futur d'achèvement, ça pourra faire l'objet d'une autre émission parce que c'est un autre question. Là, on parle bien de compromis de vente. Qui a reçu toutes les autorisations préalables nécessaires et aussi les réceptions définitives nécessaires, que ce soit un permis d'habiter ou un certificat de conformité pour le construit ou une réception provisoire pour les lots de terrain, pour les lotissements. Alors, on reviendra bien évidemment aussi sur la durée du compromis de vente parce que c'est intéressant. Assurance. Alors, c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quelles sont les assurances qu'on est obligé de prendre lorsque on souscrit à un crédit immobilier, à quoi ça sert et surtout comment elle est payée. Donc il y a deux types d'assurances, il y a une assurance vie et une multirisque habitation appelée communément MRH. Donc l'assurance vie, c'est plus une assurance décès ou invalidité totale. Elle permet par exemple en cas de décès du client de la banque de ne pas jeter sa famille à la rue. C'est-à-dire c'est l'assureur qui prend en charge le restant du crédit. Ou en cas d'invalidité. Pratiquement, quelqu'un qui a pris un crédit sur 20 ans, imaginons, au bout de 8 ans, il décède, il a une femme, des enfants. C'est l'assurance qui va couvrir le reste des traites. Voilà. C'est le reste du crédit, le restant dû, il est totalement remboursé par l'assureur et la famille reçoit sa main levée. Il peut y arriver que ce soit pas un décès mais une invalidité totale. C'est-à-dire, notre client, il est toujours en vie mais invalide, il ne peut plus travailler. Bah aussi, là, c'est l'assureur qui prend le relais et qui procède au remboursement. Il y a le deuxième contrat d'assurance, c'est la multirisque habitation. Au début, c'était juste un contrat incendie-explosion. Au cas où le bien explose. Vous avez un métier formidable. Au cas où, mais avec l'évolution, donc on a rajouté d'autres garanties comme les dégâts des eaux, surtout qu'on a utilisé dernièrement avec les pluies qu'on a eues ces dernières années. Il y a l'accident de travail, il y a la responsabilité civile chef de famille et dernièrement il y a eu le rajout de catastrophes naturelles l'année dernière. Les CatNat. Les 4. Et on reviendra sur la responsabilité civile parce que pour bien comprendre à quoi ça vous sert les MRH. J'aimerais revenir au crédit, parce que c'est vrai qu'on a parlé de taux d'endettement. J'imagine que donc quand on a un taux d'endettement, est-ce qu'il y a des plafonds de financement? Ça c'est un point qui est extrêmement important. Est-ce que on peut aller je veux dire est-ce que les plafonds peuvent bouger encore une fois en fonction de l'évolution de la situation du client? Alors, c'est par rapport à sa capacité d'endettement. Le plafond, c'est-à-dire, nous n'avons pas aujourd'hui l'obligation de demander au client de financer une partie du bien. Nous pouvons financer jusqu'à 100%, et je peux même ajouter que nous pouvons accompagner le client aussi dans le reste des frais, en dehors du prix d'acquisition, parce qu'il y a des frais qui sont liés, enregistrement, absolument, notaire, qui ne sont pas négligeables. Et lorsque la situation financière du client le permet, c'est-à-dire qu'il puisse s'endetter, on peut l'accompagner avec un crédit à la consommation qui peut pour faire face. Donc aujourd'hui, il est possible pour un client, s'il achète un bien dans ses capacités, non seulement de financer le bien, mais aussi de financer tout ce qui est autour de l'acquisition, comme on a dit, les frais d'hypothèque, les frais d'enregistrement, de notaire, etc. Donc l'ensemble des frais. Voilà, on va parler. Ça nous fait une transition. Ça coûte combien? Un notaire ou une notaire. On n'achète pas le notaire. Alors, les frais, les honoraires du notaire et les frais d'enregistrement.
Alors justement, je voudrais d'abord fixer la terminologie parce que on parle généralement de frais de notaire. Il faut faire la part des choses parce que dans les frais du notaire, il n'y a pas que ce qui revient au notaire. Il y a d'abord les frais, les droits et taxes et les frais de l'acte et les honoraires du notaire. Alors, donc il y a les droits d'enregistrement. Il y a les droits de la conservation foncière sur l'acte de vente et les droits de la conservation foncière sur l'hypothèque si hypothèque il y a. Et puis il y a les frais de l'acte, des frais généraux, de plans de règlement de copropriété, etc. Et les honoraires du notaire. voilà, Alors donc ça aujourd'hui, fait 1, 2, 3, 4 éléments. dans ça c'est le standard. Après, vous devez savoir que chaque opération immobilière a sa particularité, a sa spécificité. On ne peut pas généraliser, ce n'est pas le cas de toutes les opérations. Je ne peux pas citer tous les cas de figure, mais généralement, globalement, ces rubriques-là figurent dans toutes les opérations immobilières. D'accord? Pour les frais du notaire, vous m'avez posé la question, qui sont les honoraires du notaire. Vous savez que il y a un décret en projet aujourd'hui qui va fixer le pourcentage des frais du notaire pour toutes les opérations, pas que immobilières, mais aussi toutes les autres transactions et actes que reçoit le notaire. Parce que ce n'est pas encore le cas, c'est en cours. Ça va être, je pense que il va voir le jour bientôt. Aujourd'hui, la coutume et la tradition veut que ça soit 1% du prix de vente. Mais ceci dit, il faut aussi, c'est la norme, mais ça c'est l'usage. C'est l'usage, mais c'est en fonction de la nature de chaque opération, de la complexité de chaque opération. Parce qu'il peut y avoir des opérations complexes si vous devez aller vérifier qu'un bien n'est pas grévé, puis qu'il y a des héritiers. Et puis exact. C'est en fonction de la complexité de chaque dossier. Ça peut aller au-delà de 1%. Alors, on va revenir sur l'assurance décès, invalidité et la MRH. Alors surtout la MRH, on a dit la responsabilité civile. Il y a très peu de gens qui savent que avec une MRH, il y a la responsabilité civile au sein de la maison qui est couverte. Alors c'est quoi exact? Dans quel cas elle est déclenchée? Effectivement, malheureusement, on constate que dans beaucoup de cas, les gens résilient leur MRH à la fin de leur crédit, mais c'est une assurance qui est très importante et il faut garder. Il y a un projet de loi pour que tous les Marocains soient assurés via une MRH. Il y a cette garantie de responsabilité civile chef de famille. Parce qu'elle permet de couvrir tous les accidents domestiques. Vous êtes un père de famille, vous avez votre enfant qui joue dans la rue avec un ballon, il casse la vitre d'une voiture, c'est l'assureur qui prend le relais. Vous êtes dans un hôtel, votre enfant il casse la télé ou je sais pas le téléphone de quelqu'un, l'assureur peut prendre le relais. Donc, et il n'y a pas que cette assurance, il y a aussi l'accident de travail de la femme de ménage qui est très important. Et donc, s'il y a un accident domestique, l'assureur il prend aussi le relais. Bon, et s'il y a le président du syndic qui vient chez moi et mon chien le mord, c'est pris en charge. C'est comme ça. Ok, c'est pas fait exprès, mais c'est pris en charge. Alors, sur l'assurance toujours, comment on la paye? Ça aussi, c'est une vraie question. Est-ce qu'elle est dans la traite? Est-ce qu'on la paye mensuellement? Est-ce qu'on la paye annuellement? Ou est-ce qu'on la paye une fois au début du crédit? Vous savez, le client a le choix. Normalement, une prime d'assurance, elle est payée en prime unique. Mais dans le cadre d'un crédit habitat, vu la durée du crédit et même parce qu'avant, on pouvait pas se faire rembourser l'assurance décès si on remboursait en amont le crédit habitat. Donc, nous, à la BMCI ou dans d'autres banques, on a opté pour le paiement mensualisé. C'est-à-dire, dans votre échéance, vous avez une partie qui couvre la partie assurance qui est payée mensuellement. Pour la MRH, les montants sont pas aussi importants que pour l'assurance décès. Elle est payée annuelle. Ce qu'il faut savoir, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que pour la MRH, pour un appartement, la valeur, elle est claire. Mais pour une maison individuelle ou une villa, il faut pas assurer le montant de l'acquisition, il faut assurer le montant de la reconstruction. C'est-à-dire la valeur du mur. On n'assure jamais un terrain parce que le terrain ne peut ni exploser ni se perdre. C'est-à-dire on assure ce qu'on reconstruit. Alors, j'ai 2 dernières questions à vous tous. Alors déjà Samira, on a le droit, et puis vous pouvez répondre aussi, Fatima Zahra, c'est sur le droit de rétractation. Ça aussi c'est important. À partir du moment où on a eu un OK pour un crédit, ou même signer les contrats, est-ce qu'on a le droit de dire voilà, j'ai trouvé autre chose, ou alors je me dis je vais pas y aller? Bien sûr, c'est très important depuis quelques années. Donc le droit des consommateurs est mis en valeur et aujourd'hui un client qui reçoit un accord de notre part pour un crédit a 12 jours pour pouvoir se rétracter. Il peut y réfléchir et changer d'avis
ou ne plus vouloir acquérir le bien ou changer de banque. Effectivement, il y a 12 jours pour cela. Et au niveau d'un compromis de vente, est-ce qu'on a le droit de revenir en arrière? Revenir en arrière, non. Il faut savoir que le compromis de vente, sa nature juridique, c'est un contrat synalagmatique. Donc, il y a deux obligations, il y a deux volontés qui se rencontrent. L'une qui offre à vendre, Synalagmatique, ça veut dire équilibré. Non, pas équilibré, bilatéral. Voilà, bilatéral. Plutôt, deux parties bilatéral. qui sont une partie qui promet de vendre et l'autre qui s'engage à acheter. Et quand ils le signent, pour eux, c'est un contrat définitif. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est pas comme en matière du crédit. Il n'y a pas d'offre, on n'est pas dans le cadre de l'offre, on est dans le cadre d'un contrat, même s'il est préalable à l'acte de vente, il est définitif en tant que lui-même. Donc, pour revenir en arrière, la seule solution, c'est soit l'arrivée du terme, parce que, comme vous savez, chaque promesse de vente ou compromis de vente est assorti d'un délai, soit la volonté des parties. Donc, ils décident tous les deux de mettre fin à ce compromis. Mais se rétracter d'une manière unilatérale pendant la durée de validité du contrat expose la partie défaillante à des poursuites judiciaires. Ou à des pénalités qui peuvent être prévues dans le compromis de vente. Je vais vous poser une question en tant que praticienne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, je veux acheter un appartement, je veux acheter une maison, mais voilà, c'est dans la culture marocaine de vouloir absolument acquérir un logement. Et on est habitué à ça, mais à quoi il faut faire attention lorsqu'on va acheter, notamment chez un promoteur, avant de dire, OK, je signe. Donc, vous ne parlez que des acquisitions auprès d'un promoteur, donc on parle de biens neufs. Oui. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut vérifier. D'abord, la propriété de ce bien. À qui il appartient, il faut bien s'assurer que la personne avec laquelle on traite est bien le propriétaire, que ça soit une personne physique ou personne physique. Donc, pour la personne physique, est-ce que c'est bien le propriétaire dont il s'agit? Pour la personne morale, qui c'est qui a les pouvoirs de représenter la société? Ensuite, on parle à la vérification de l'objet du contrat, ça veut dire le bien. Est-ce qu'il a les autorisations nécessaires? Donc, à savoir, pour un bien bâti, l'autorisation de construire et le permis d'habiter, si c'est à usage d'habitation, le certificat de conformité, si c'est à usage professionnel ou commercial. Et ensuite, le volet fiscal. Généralement, pour les biens neufs, il y a des exonérations fiscales par rapport aux taxes réelles, mais tous ces éléments-là, c'est le travail du notaire. Il s'en charge, et comme on avait dit tout à fait au début, c'est à lui que revient la mission de vérifier tout ça, de faire toutes les investigations préalables nécessaires, d'accomplir son droit de conseil, et sur la nature du contrat et sur tous les éléments portant sur le bien, aussi bien la portée de la transaction en elle-même que ses conséquences financières et fiscales. Un notaire souvent en amont. Tout à fait. Pour demander conseil avant même de dire OK à un bien. On est bien d'accord. Il faut comprendre justement que le rôle du notaire ne se limite pas à la rédaction du contrat auquel il donne l'authentification, mais bien avant, c'est un rôle plus important encore que la rédaction, c'est le conseil et l'investigation. Parce que la rédaction du contrat, c'est un résultat. C'est la fin de tout un process qui démarre bien avant la conclusion finale et définitive. Alors, dernière question. Est-ce que c'est le moment d'investir dans l'immobilier? Une fois qu'on a dit tout ça, Samira, à votre avis, moi je vous demande, bien entendu... C'est toujours un avis. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'immobilier. Mais bon, vous avez une vue de terrain avec chacun votre domaine d'expertise. Aujourd'hui, on parle de biens immobiliers pour habiter. Donc, on parle de crédit aussi pour nous, notre partie qui nous intéresse, de crédit habitat. Aujourd'hui, nous conseillons aux clients d'acheter le plus tôt possible dans leur vie, afin de pouvoir acquérir un bien et pouvoir financer le plus tôt possible et avancer dans le financement. Il y a une grande flexibilité avec l'amélioration des revenus. On peut augmenter les mensualités et rapidement finir le financement de son bien pour pouvoir éventuellement, et c'est ce à quoi on assiste beaucoup actuellement et aussi qui est lié à la crise Covid et au confinement, un souhait de changer de bien, d'acheter des biens plus importants, il y a un shift. De sortir du centre-ville. Et ça, il est possible de le faire aussi, et ça aide beaucoup lorsqu'on a déjà un bien qui permet aussi d'avoir un capital en le vendant et de pouvoir aller vers quelque chose de plus important. Donc voilà un peu notre conseil de banquier vis-à-vis des primo-acquéreurs, en l'occurrence, et aussi de ceux qui souhaitent changer de bien. Jalal, à votre avis?
Après la crise qu'on a vécue, après la baisse, après voilà tout ce traumatisme qu'on a tous vécu ensemble et dont on est en train de sortir, alhamdoulilah. C'est vrai, on constate une reprise des acquisitions, et notamment des MRH, on constate des reprises de maisons individuelles, de villas avec piscine, parce que les gens étaient confinés, de villas avec piscine et hammam, donc on a des accessoires. Bon, ça c'est sur une classe bien particulière. Même des villas de petite taille, de 200 mètres, on n'est pas sur du 500 mètres carrés, mais c'est des lots de terrain de 200 mètres carrés, parce que aussi, il faut savoir que quand on débloque maintenant un crédit construction, la MRH n'est pas exigible sur le champ. Oui. C'est-à-dire, il paye la DC emprunteur maintenant, mais la MRH, c'est après la fin de la construction. Et donc, nous, on reçoit ces contrats, on donne nos avis, et on a de plus en plus de gens qui optent pour des maisons individuelles avec piscine, parce qu'avec la période de confinement. Et enfin, maître, vous qui voyez les contrats passés, les prix passés, etc., je demande rien de confidentiel, mais est-ce que vous vous êtes bien placé, vous êtes toujours en train d'observer les prix qui baissent, les prix qui augmentent, etc. Et c'est le moment d'acheter ou pas? Ou faut attendre encore un petit peu? Alors là, ce que je vais vous donner, c'est un avis purement personnel, parce que je n'ai pas de statistiques et je n'ai pas de rapport. Avec les incitations fiscales de cette période, c'est vrai qu'il est opportun d'acheter, parce que quand même il y a des réductions importantes en matière d'enregistrement, comme j'avais déjà dit. Il faudrait que ça dure exactement. Oui. Et il faut dire que d'après les retours des clients, il y a une certaine baisse baisse des prix, surtout en ce qui concerne le deuxième main. Les biens d'occasion. Et globalement, je dirais que bon, au-delà de toute statistique ou chiffre, que c'est toujours le moment d'acheter un bien immobilier. Quand on peut, il faut le faire. Ok, merci à vous pour tous vos avis éclairés, que ça soit vos opinions personnelles ou en fonction des faits et des données factuelles que vous avez dans votre travail. Samira, Jalal, Maître, Fatima Zahra, merci d'avoir été avec moi dans ce MAG BMCI. Nous on se retrouvera très bientôt pour un nouveau MAG. À bientôt.